vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au nom de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne qui a mis à notre disposition cet amphi riche de mémoire. La présidente de l'université, notre collègue Christine Nolleduc, ne pouvait être présente à l'ouverture de cette journée et vous prie de l'excuser. Quelques mots ensuite sur l'importance du problème qui nous réunit. Ce problème est en fait posé d'assez longue date et je me souviens pour ma part d'y avoir réfléchi, voici déjà 13 ans, pour un petit livre en compagnie de Philippe Mérieux et de Bernard Stiegler qui s'intitulait « L'école, le numérique et la société qui vient ». Ce problème n'a depuis fait que s'accentuer. Inutile de nous le dissimuler, toutes et tous, nous sommes aujourd'hui pris dans la toile. Smartphones et ordinateurs, écrans, caméras nous accompagnent en permanence et se retirer des communications numériques en tout genre reviendrait dans notre esprit à choisir un ermitage au sommet d'une montagne ou tenter vainement de regagner un mode de vie propre au siècle passé. Le numérique, nous en sommes bien d'accord, offre des virtualités innombrables et des ressources incommensurables, celles précisément qui nous l'ont rendu si nécessaire. Dans le même temps, il change en profondeur nos pratiques et notre vécu. Comment voudrait-on que le quotidien des établissements scolaires y fasse exception? Pourtant, le problème est posé. De toujours jusqu'à notre époque, la classe a eu vocation à être un lieu de calme et de concentration de tous sur des tâches et sur des objets déterminés. Cela revient à dire que l'étude dont la classe est le lieu et qui est en principe appelée à se poursuivre en dehors des murs de l'école, que l'étude donc ne supporte pas la distraction ou la dispersion. Or, l'univers numérique est pour toute une part une immense machine à distraire, c'est-à-dire aussi à attirer les esprits ou les cerveaux comme on voudra, vers des formes et des contenus tout à fait étrangers à la culture scolaire. Encore ce problème de l'attention et de la distraction n'est-il que le premier de trois qui sont en fait indissociables. Il y a le problème de la maîtrise du langage, des langages, et particulièrement pour ce qui nous concerne, celui de la maîtrise orale et écrite de la langue française, étant admis que celle-ci, enfin que toute langue, a besoin d'autres langues encore pour se cultiver. Il y a aussi indissociablement le problème de la capacité acquise d'analyse et de raisonnement. Et à ce dernier sujet, le journal Le Monde publiait, voici 2 semaines, numéro daté des 29-30 septembre, sous le titre « Vers la disparition de la complexité », une tribune dont vous me permettrez de citer quelques lignes, je cite. « Les neurosciences ont clairement mis en évidence les méfaits des formats courts sur nos capacités cognitives. Plusieurs études montrent que l'utilisation intensive des réseaux sociaux diminue notre concentration, notre mémoire et notre aptitude à la réflexion approfondie, donc notre performance dans des tâches nécessitant de la concentration et de la mémoire de travail. Cette tendance s'explique notamment par la conception même des réseaux sociaux destinés à capter l'attention de l'utilisateur de manière continue et compulsive. L'auteur ajoute que la désintégration attentionnelle induite par les réseaux sociaux, combinée avec la substitution des tâches par l'IA, pourrait bien accélérer les phénomènes de polarisation sociale et professionnelle dans nos sociétés. Ces lignes n'émanent pas de quelques philosophes grincheux. Elles sont signées de M. Yannick Cariou, PDG de Médiamétrie, société spécialisée dans la mesure d'audience et dans l'étude des usages des médias audiovisuels et numériques. Si ce diagnostic est exact, il nous invite à mesurer la tâche d'aujourd'hui, laquelle est considérable. Cette tâche consiste non seulement à dresser, s'agissant du numérique à l'école, un état des pratiques et des lieux, mais aussi à chercher ce que pourrait être, eu égard à l'outil numérique et à l'univers numérique lui-même, un nouvel équilibre ou même un nouveau dynamisme de l'ensemble de notre système d'enseignement. Si nous n'y parvenons pas,
et ce nous désigne bien sûr, au-delà de la réunion d'aujourd'hui, la collectivité la plus large, il est clair d'une part qu'aucun mieux ne se produira s'agissant du niveau général des formations, primaires, secondaires et même en partie supérieure, et d'autre part, mais ces deux enjeux aussi vont de pair, il est clair que la crise des vocations qui touche le métier d'enseignant ne fera que s'approfondir. La difficulté notoirement croissante qu'il y a à faire classe, la plus forte raison à faire cours, ailleurs que dans des lieux scrupuleusement protégés, n'est certes qu'un des motifs d'une crise qui, dans notre société, touche peu ou prou tous les métiers de l'humain. Les ressorts de cette crise tiennent bien entendu aussi à l'échelle des rémunérations et à la gestion des personnels, et sous ce rapport, les décisions politiques touchant le budget de l'éducation nationale constituent toute une partie du problème. Je n'insiste pas sur ce point qui n'est pas notre objet du jour. Mais le problème central, notre objet du jour, c'est bien le temps de la classe, et avec lui, hors de la classe, le temps de l'étude de la culture et du loisir. Pour en traiter, nous avons devant nous aujourd'hui un riche programme. Je laisse immédiatement la parole à Agnès Fabre, qu'il faut remercier avec d'autres collègues d'avoir été à l'initiative du collectif auquel nous devons cette journée. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur Chardonnier, pour ces mots d'introduction. Merci pour votre invitation ici dans ce lieu magnifique de la Sorbonne. Et merci surtout pour votre soutien depuis presque la création de notre collectif Éducation numérique raisonnée, qui regroupe des enseignants et des personnels de direction convaincus, dynamiques, passionnés, hyper sympathiques, que vous allez pouvoir rencontrer aujourd'hui. Il y a 6 mois, la commission d'experts nommée par le président de la République rendait son rapport sur la question des écrans pour les enfants et les adolescents et pointait du doigt, en dressant une sorte de consensus scientifique, toutes les conséquences multiples, graves, dangereuses que pose le problème de l'hyperconnexion pour les enfants et les adolescents. Je ne vais pas tous les lister, mais il y en a un certain nombre. La sédentarité avec les problèmes de santé physique qui vont avec, la question du sommeil qui pose des problèmes de santé physique mais aussi mentale, la question de la vue avec l'épidémie de myopie, tous les troubles de la vision qui sont associés à une exposition prolongée des écrans, et puis toute la question des troubles de l'attention, d'anxiété, de santé mentale. Alors après cette remise du rapport, fin avril dernier, un peu ingénument je l'avoue, je pensais que tout allait changer, que maintenant que la société avait pris conscience d'un problème majeur qui concerne nos élèves, nos enfants, nos adolescents, et que ça allait être complètement différent. Alors j'étais très surprise en entrant, si vous me permettez cette petite anecdote, chez l'opticien avec mes enfants pour changer leurs lunettes, et de découvrir qu'avait, quelques semaines après, qu'avait été installée une borne avec un écran interactif, une borne tactile pour qu'ils puissent jouer à des jeux vidéo le temps de patienter. Alors évidemment, je demande à l'opticienne, mais vous avez lu le rapport de 140 pages qui a été remis au président de la République, qui montre qu'une exposition prolongée aux écrans a des impacts sur la vue, sur les problèmes de vision des enfants. C'est un peu, si vous voulez, comme quand vous allez acheter une brosse à dents à la pharmacie et qu'on vous distribue des fraises d'Agada pour vos enfants à l'entrée, ou un magasin qui vend des béquilles qui proposerait des pots de bananes devant le magasin. En fait, pourquoi? La réponse est simple. Moi, j'ai vu le changement de comportement dans mes enfants qui sont chahuteurs, qui touchent à tout, qui essayent toutes les lunettes, qui courent, qui se disputent. Là, tout à coup, c'était des enfants modèles, hypnotisés par cet objet magique, par le pouvoir des écrans, calmes, silencieux. Cet objet magique, on le retrouve partout aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on n'a plus peur de prendre le train en compagnie de jeunes enfants, parce qu'on sait qu'ils seront hypnotisés à leur tour par la tablette. On voit au restaurant des adultes qui ont un repas tranquille avec des jeunes enfants à côté, également hypnotisés sur leur tablette. En fait, cette question de l'hyperconnexion des enfants est très complexe parce qu'elle interroge notre rapport, la place qu'on donne à nos enfants, à nos adolescents dans notre société, qui est une place compliquée. En leur donnant accès au virtuel, on les gomme de leur réalité, de notre réalité, on les gomme de notre réel, avec ce qu'ils ont de bruyant, de fatigant, d'énergivore et de merveilleusement vivant. Et plus encore que la place des enfants et des adolescents dans notre société, c'est aussi notre propre rapport au réel et notre propre rapport au virtuel qui est questionné par cette hyperconnexion des jeunes, parce que dans ce même train où l'enfant est hypnotisé par sa tablette, on voit que tous les adultes sont eux-mêmes hypnotisés par leur smartphone, et qui n'a pas fait l'expérience dans une rame de métro de voir qui n'avait pas au bout du doigt son smartphone
ou sa tablette. Au restaurant, pour revenir à cet exemple, les enfants qui sont hypnotisés par leur tablette permettent à leurs parents de dîner tranquillement, mais eux-mêmes souvent sont interrompus par les notifications de leur smartphone. Finalement, ce qui est compliqué dans cette question, c'est notre propre rapport aux écrans, et je m'inclus avec beaucoup d'humilité dans cette question. Si vous me permettez une deuxième anecdote personnelle, et puis après je m'arrête. Il y a quelques mois, un de mes enfants me disait « Mais en fait, tu te bats pour qu'il y ait moins d'écran pour les enfants, et toi-même, tu es toujours sur ton smartphone. » Et c'était vrai. Et c'est peut-être ce qui a été le plus douloureux dans ce travail assez colossal qu'on a mené ensemble depuis quelques mois, c'est de me rendre compte personnellement de ma propre addiction au numérique, que j'en faisais pas toujours un usage raisonné, et qu'en fait, ce débordement prenait le pas sur les interactions familiales, sur la qualité de ma concentration dans la préparation de mes cours, et puis aussi, j'avoue, honteusement en tant que professeur de français, sur mon temps de lecture qui était fortement diminué. Et on va avoir l'intervention de Madame Achondo sur la question du temps de lecture, et je pense qu'il y a aussi la question du temps de lecture des adultes, comment donner envie à lire à nos enfants si nous-mêmes ne lisons plus, mais c'est un autre sujet. Alors, en essayant de me soigner de cette addiction, en essayant de cadrer, de perdre les mauvaises habitudes que j'avais prises par rapport au numérique, je me suis rendu compte de l'énorme difficulté de réguler cet outil. Et plus j'avais de mal à le réguler pour moi-même, plus il m'apparaissait évident, important, primordial de ne pas laisser nos enfants non accompagnés, de les laisser seuls face à cet outil tentaculaire. Et ce constat de l'importance de donner un cadre, d'accompagner nos enfants, en fait, d'intégrer cette nouvelle donne à l'éducation en tant que parents et en tant qu'enseignants qu'on peut donner à nos enfants, c'est un constat qui est partagé avec mes collègues qui sont présents ici, des enseignants qui enseignent de la maternelle jusqu'à l'université, qui habitent un peu partout en France. Pour certains, on se rencontre aujourd'hui pour la première fois et c'est assez émouvant pour nous, parce que oui, on a aussi un usage intelligent du numérique, on s'est rencontrés en partie sur les réseaux sociaux, on a préparé cette journée par des visioconférences, et malgré tout, ce constat de l'omniprésence du numérique, il nous rend responsables et il nous attire à notre devoir d'en faire un usage raisonné et de montrer l'exemple pour nos jeunes. Alors je voudrais dire un petit mot pour remercier en particulier Céline Guénet, maîtresse de conférence à Paris-Sorbonne. Tu veux venir peut-être? On te voit. Qui a fait énormément pour l'organisation de cette journée dans tous ses détails plus intellectuels et à la fois plus pratiques. Luce Albert aussi et l'Université d'Angers. Angélique Delray qui est formatrice de philosophie. Vous voulez vous lever, Angélique? Mes cofondateurs du collectif, Clémence Ababa qui est là depuis le début, Christophe Havard également et Claire-Alix Villette qui se cache là-bas. Je remercie aussi Clémence de Saradignac et Blandine Couder qui sont professeurs respectivement de lettres et d'histoire-géographie mais qui ont fait les visuels pour cette journée, multitâche. Jean Latreille qui vous a proposé une magnifique bibliographie que vous pourrez regarder pendant les pauses. Mais aussi Aude Denisot, enseignante en primaire, Marina Guivard qui vient de la région de Toulouse, juste pour aujourd'hui, Michel Lesage, proviseur qui vient de Normandie, pas encore arrivé, si, bonjour Michel, Gilles Vernet qui sera là cet après-midi, Cécile Ferschneider, Lydie Gache, Barbara Guérin, Nicolas Leclerc, Audrey Pesquier, Caroline Pia, Nicolas Piègle, Emmanuel Troel, Olivier de Barmont, Paul-Victor Desarbres, et puis également Erwan Chapelière et Cécile Gauthier, professeurs d'EPS, qui vont nous parler de leur action pour un usage raisonné du numérique. Et plus loin encore, je voudrais remercier tout l'écosystème en fait, qui travaille sur ce sujet-là, et en premier peut-être le collectif Cause de médecins. On a ici le Dr Ducanda et Sabine Duflo qui va parler tout à l'heure, qui font un travail extraordinaire de prévention, de sensibilisation sur la surexposition aux écrans. Je remercie aussi les Yves-Marie et Florence Souillot de l'association Lève les Yeux qui ont créé le collectif Attention, auquel nous faisons partie, pour promouvoir justement cet usage raisonné. Et puis les différentes associations, les entreprises qui œuvrent et qui sont présentes aujourd'hui, je pense à No Phone, The Phone, le Code en bois. Et puis encore un petit mot pour vous, Christian, qui avait la gentillesse de faire une captation vidéo pour pouvoir retransmettre les meilleurs moments de cette journée à ceux qui n'ont pas pu être présents parmi nous. Pour terminer, je voudrais dire qu'on est en contact avec d'autres personnes qui agissent dans le même sens en Europe, à la fois en Belgique et en Espagne, et notamment Diego Hidalgo qui a créé le mouvement Por una escuela off, qui est similaire au nôtre en France. Et je voudrais le citer pour dire, en fait, notre enjeu ici, c'est de relever ce défi éducatif
pour voir comment l'école, au lieu de faire partie du problème de l'hyperconnexion des jeunes, peut faire partie de la solution. Voilà, merci beaucoup.